Bonjour à tous, on se retrouve au niveau du laboratoire d'anatomopathologie et en se promenant, on a pu observer différents fœtus avec des malformations enfermés dans du formol. Mais ma question est, Jamouille, comment est-ce qu'on obtient toutes ces malformations au niveau d'un fœtus? Bon, Jamouille est en train de procrastiner avec les UE1 dans le crâne, encore, et donc c'est moi qui vais prendre le relais. Ici, on parle de malformation fétale. Eh bien, on pourrait très bien avoir des relations avec la communication cellulaire. Donc, on va aller voir un spécialiste. Bonjour, aujourd'hui, dans CEPA-UE2, nous rencontrons le docteur Pinchet. Bonjour docteur. Bonjour Robin. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu plus? De manière assez succincte, donc je suis le professeur Pinchet, je suis expert en neurosciences. Très bien. Je vois que derrière vous, vous aviez un patient. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu plus? Tout simplement, voici Dylan. Alors Dylan est atteint de retard mental. Non, ma maman, elle a dit que j'étais spécial. Oui. Voilà, c'est un jour un peu particulier. Aujourd'hui, j'amène Dylan passer un examen. Non, pas un examen. Dylan, calme-toi. Tu vas recevoir un médicament et tu vas te calmer. Et quel type de médicament il faut prescrire pour cette pathologie? Tout simplement, c'est un médicament, donc c'est un relaxant et il est à base de monoxyde d'azote. Voilà. Allez, viens, on va passer l'examen. Le professeur Pinchet a donné au patient Dylan un médicament à base de monoxyde d'azote. Du coup, il va être important de comprendre comment on l'obtient et aussi comment il va fonctionner. Donc en fait, il faut partir de l'arginine. L'arginine va être transformée en citrulline et monoxyde d'azote, qu'on nommera NO, via une enzyme qui est la NO-synthase. Parmi les NO-synthases, il en existe 3. La première, ça va être la NO-synthase neuronale, qui est calcium dépendante. Ensuite, la deuxième NO-synthase, elle va être inductible et elle va être utilisée par le système immunitaire, c'est la INOS. Et enfin, la troisième NOS, qui, elle, va beaucoup plus nous intéresser, qu'on appellera la ENOS, le E pour endothélial, puisqu'elle va être utilisée par les cellules endothéliales. Elle va être calcium dépendante et est impliquée dans la relaxation musculaire. Donc en fait, sur ce schéma, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de calcium dans la cellule endothéliale et ce calcium va être utilisé par la NOS. En effet, la ENOS étant calcium dépendante, elle va permettre d'utiliser l'arginine pour la transformer en citrulline et en monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote, lui, est capable de traverser les différentes membranes et il va du coup traverser les membranes des cellules endothéliales, circuler via le sang et atteindre les cellules musculaires lisses. Une fois dans les cellules musculaires lisses, le monoxyde d'azote va interagir avec la guanylate cyclase soluble qui permettra de changer du GMP en du GMP cyclique. Ce GMP cyclique est important puisqu'il va permettre d'activer des canaux potassiques GMP cycliques dépendants. Suite à cela, on va avoir une sortie de potassium. Donc une sortie de potassium équivaut à une sortie de charge positive et donc une hyperpolarisation, ce qui induira in fine une relaxation musculaire. Alors, au vu des résultats de notre petit Dylan, il semblerait qu'il soit atteint d'un défaut de conduction nerveuse au sein de ses neurones. Du coup, nous allons voir ensemble comment fonctionne l'émission, la synthèse, le transport, le stockage des différents neurotransmetteurs ou autres facteurs que l'on peut trouver dans un neurone. Alors, il faut bien distinguer deux grandes catégories de molécules. D'un côté, nous avons les toutes petites molécules, les amines et les acides aminés. De l'autre côté, donc on va voir juste après, il y aura les protides ou protéines qui sont des grosses molécules. Maintenant, on va voir les différences qu'il y a entre les deux. Pour les amines et les acides aminés, vous allez avoir une synthèse qui va se faire au niveau présynaptique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une enzyme qui va se déplacer dans le cytoplasme, arriver dans notre bouton présynaptique et synthétiser notre nouveau substrat. Ce substrat va ensuite être stocké. Il sera stocké dans une vésicule, ce qui implique qu'il n'y aura pas de transport. Il n'y a pas de transport de vésicules, de molécules, etc., etc. Elle est directement dans le bouton présynaptique. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, ça sera stocké dans une vésicule. De l'autre côté, nous avons du coup les peptides. Les peptides, eux, sont beaucoup plus gros, donc leur synthèse doit être nucléaire. Comme elle est nucléaire, ça veut dire qu'elle nécessite transcription dans le noyau, ensuite traduction dans le cytoplasme, en pré-propeptide, en propeptide ou directement en peptide, et ensuite on va pouvoir le stocker. Ça va passer dans le réticule endoplasmique et être stocké dans des vésicules. Tout ça sur ce petit schéma.
Alors, ce petit schéma va nous représenter ce qu'il se passe pour les amines et les acides aminés. Vous voyez donc que d'une part, vous allez avoir tout ce qui va être le noyau qui est ici. Là, ici, on imagine que c'est un ARNM, l'axone de mon neurone et ici l'extrémité présynaptique. Donc, ici, TH qui est représenté par TH, c'est notre enzyme. Notre enzyme est synthétisée. Elle se balade dans le cytoplasme, elle arrive dans l'extrémité présynaptique. Dans l'extrémité présynaptique, elle récupère une partie de son substrat, la tyrosine. La tyrosine va être transformée par notre enzyme en question en DOPA, qui est un intermédiaire. Puis enfin, va donner notre amine ou acide aminé, qui ici est une amine qu'on appelle la dopamine. Donc la dopamine se trouve donc dans l'extrémité présynaptique. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir la stocker. Comment on la stocke? Eh bien, tout simplement, nous avons une petite vésicule ici, avec un petit transporteur. Le transporteur s'appelle le VMAT. Le VMAT est un antipore qui va troquer un proton contre une molécule de dopamine. C'est-à-dire qu'il fait sortir un proton et rentrer une molécule de dopamine. Comme ça, on concentre la dopamine dans notre extrémité présynaptique. Une fois ça fait, la petite vésicule n'a plus qu'à attendre pour déverser son contenu vers l'extérieur. Pour les peptides, ça marche comme ceci. Vous avez donc le peptide qui est synthétisé à ce niveau ici. Ici, donc comme je vous l'ai dit, par le réticulum endoplasmique stocké dans des vésicules et la vésicule se balade le long de l'axone et arrive dans l'extrémité présynaptique. De là, elle sera pareil déversée vers l'extérieur. Petit schéma qui peut paraître très compliqué mais qui n'est pas forcément très important à apprendre mais qu'il est sympa de comprendre. Donc nos petites vésicules quand elles arrivent, elles sont ici. Donc on regarde notre petite vésicule avec toutes ces molécules de signalisation à l'intérieur. Ici nous avons des petites protéines qui sont accrochées à la vésicule. On appelle ça les vesnars. Les vesnars vont se lier avec les tesnars qui sont au niveau de la membrane plasmique. Une fois qu'elles sont là, elles vont se lier toutes les deux. Une fois liées, ces vesnars et ces tesnars vont s'entortiller ensemble, ce qui va permettre un rapprochement de notre vésicule de la membrane plasmique. La membrane de la vésicule va finir par fusionner avec celle de la membrane plasmique, mais avant ça, nous avons un petit garde-fou ici qui est représenté par deux protéines, la synaptotagmine et la syntaxine. La synaptotagmine va venir se fixer à la syntaxine. Une fois fixée à la syntaxine, il y a besoin de calcium pour lever ce petit verrou et permettre la fusion et donc l'exocytose de notre contenu. Tout simplement ce qu'il y a à apprendre. Ensuite, nous avons un petit schéma ici et donc là, ça nous présente l'inverse, c'est la formation d'une vésicule, c'est plutôt une endocytose. Donc pour ce faire, vous avez une invagination de ma membrane, ici présente, des petites protéines qui vont venir se fixer et encore d'autres. Donc la deptine, c'est elle qui va permettre de former la vésicule. Ensuite, la clatrine vient s'y mettre. On a d'autres protéines qui viennent, fission et formation d'une petite vésicule à partir du monde extérieur. Enfin, nous arrivons après l'exocytose de mon produit, le produit, c'est-à-dire mon amide, acide aminé, peptide, tout ce que vous voulez, qui se balade ici, dans le milieu extracellulaire. Une fois qu'elle est dedans, il va falloir la recapturer parce que tant que ça reste à l'intérieur, enfin dans le milieu libre, ce n'est pas bon. Donc pour ceci, là aussi, on fait appel à un petit transporteur qui ici se situe là, qu'on appelle le DAT. Le DAT, cette fois, est un sympore, c'est-à-dire qu'il va faire rentrer à la fois un ion sodium et une molécule de dopamine. Une fois que ma dopamine se trouve dans la cellule, au niveau de l'extrémité présynaptique, va avoir deux options. Soit elle est dégradée par les monoamide oxydases, soit elle est de nouveau stockée dans la vésicule par le VMAT. Et ainsi, on aura recyclé et pas gaspillé notre amine ou acide aminé. Ensuite, on va avoir une petite molécule particulière que tout le monde connaît qui s'appelle la cocaïne. La cocaïne, son effet, c'est de bloquer le DAT. Et donc, en bloquant le DAT, vous allez avoir à l'intérieur de notre milieu extracellulaire une concentration trop importante de dopamine et qui va créer ce fameux effet euphorisant de la cocaïne. Donc maintenant, on va parler des récepteurs stéroïdiens. Ces récepteurs stéroïdiens ont une activité cytosolique. En effet, ils vont avoir besoin de ligands liposolubles comme l'hormone stéroïde ou la vitamine D qui va traverser la membrane plasmique de façon passive et se fixer avec son récepteur qui est lui-même accolé à une protéine chaperone qu'on appelle l'HSP90 et qui pour l'instant bloque le signal de translocation.
Lorsque notre hormone va se fixer sur le récepteur, elle va entraîner sa dimérisation et l'élimination de notre protéine chaperone, ce qui va permettre la réception du signal et ensuite la translocation de notre complexe dans le noyau. Le complexe va se fixer sur la région régulatrice d'ADN et va entraîner une activité transcriptionnelle formant de l'ARN messager et par la suite une traduction en protéines en dehors du noyau. Comme je l'ai dit, ici, on a une réponse qui est cytosolique. Mais attention, pour les récepteurs thyroïdiens, on aura une réponse dite nucléaire. Les ligands liposolubles que sont l'acide rétinoïque et les hormones thyroïdiennes vont traverser dans un premier temps la membrane plasmique et dans un premier temps, encore une fois, l'enveloppe nucléaire. Ça se fait en un coup. Ils vont venir se fixer sur les récepteurs qui sont déjà dimérisés sur la région régulatrice d'ADN et vont venir les activer. Car par ailleurs, avant, ils étaient inactifs et pourtant dans le noyau. Lorsqu'on a la fixation, on a donc activation du récepteur qui va entraîner une activité transcriptionnelle, formation d'ARN messager et par la suite, traduction en protéines en dehors du noyau.